Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin de journée, désormais, la grande édition pendant une heure, toujours à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un petit trou d'air sur les marchés européens à mi-séance. On voit un CAC 40 qui recule de 0,5%, mais on a baissé de plus de 1% avec un gap à la baisse ce matin à l'ouverture des marchés européens. On verra comment on atterrit ce soir. On est plutôt en train de se racheter un petit peu, mais on voit quand même un manque de conviction, manque d'enthousiasme de la part des investisseurs en cette fin de période estivale et même un peu plus de prudence sur certains segments de marché importants, les actions américaines notamment. On voit plusieurs grandes banques américaines pour certaines, Morgan Stanley par exemple, qui recommande désormais de sous-pondérer dans les allocations d'actifs le poids des actions américaines. Morgan Stanley qui rejoint ainsi d'autres grandes banques telles Citigroup ou encore Crédit Suisse. La BCE, l'enjeu, c'est donc demain à Francfort. La réunion sera animée, on le sait d'ores et déjà. On évoquera les enjeux en matière de communication et en matière de décision de politique monétaire pour cette réunion et pour les prochaines côté Banque Centrale Européenne avec Arthur Jurus qui sera avec nous en visioconférence depuis la Suisse, stratégiste senior chez Oddo BHF. Et puis on parlera stratégie de marché également, je vous le disais, de grandes banques qui recommandent de réduire un petit peu la voilure en termes d'exposition au risque, notamment sur les marchés américains. Qu'en pense Nicolas Chéron? Il sera avec nous, le stratégiste de Zone Bourse en plateau pour cette demi-heure. Trou d'air à l'ouverture ce matin pour les marchés actions en Europe. On est en train de se racheter un petit peu, mais on reste quand même sur une séance de baisse à mi-parcours. Le résumé avec Alix Nguyen. Les principales bourses européennes reculent dans un contexte où les marchés ne semblent globalement pas enclins au risque, à l'image de Wall Street hier. On note que les valeurs cycliques souffraient particulièrement pendant que le Nasdaq battait des records. La place américaine s'est donc trouvée freinée par les craintes d'un ralentissement de l'économie, alors que le variant Delta progresse toujours, une expansion dont les effets se sont d'ailleurs fait ressentir sur les créations d'emplois le mois dernier. En Asie, les places évoluaient en ordre dispersé ce matin. On relève que le Nikkei se démarque avec un gain d'un peu moins d'1% grâce à la révision en hausse de la croissance du PIB du Japon à 1,9% pour le deuxième trimestre. Sur le plan macroéconomique, le marché sera ce soir attentif à la publication du livre beige de la Fed, dont l'objet est de faire le point sur l'évolution de l'économie au cours des 2 derniers mois. Il servira de base de travail au comité de politique monétaire des 21 et 22 septembre prochain. Le comité présentera ses nouvelles prévisions de croissance et d'inflation. Et puis demain, les investisseurs seront conditionnés par le verdict de la réunion de la BCE. Focus sur les valeurs. Aujourd'hui, le géant pharmaceutique français Sanofi poursuit l'extension de son activité médecine générale et rachète pour près de 2 milliards de dollars la biotech américaine Kadmon. Le constructeur français Alstom vient de remporter un contrat de 500 millions d'euros en Allemagne. Le groupe a signé avec la société S-Bahn Hambourg un contrat pour la livraison de 64 trains supplémentaires. Et puis le chinois Dongfeng a vendu pour 600 millions d'euros de ses parts dans le géant de l'automobile Stellantis. Cela représente plus d'1% du capital. Dongfeng a indiqué avoir cédé plus de 36 millions d'actions de Stellantis. Il conserve près de 4,5% de participation dans le groupe automobile. Alix Nguyen qui nous accompagne chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h sur Bismart. C'est une réunion de rentrée importante pour la Banque Centrale Européenne demain à Francfort et on en parle avec Arthur Jurus avec nous en visioconférence depuis la Suisse, stratégiste chef. Bonjour et bienvenue Arthur. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je le disais, depuis quelques semaines jusqu'à aujourd'hui encore, on voit une pression des faucons, la frange orthodoxe au sein de la Banque Centrale Européenne, très forte. Avant cette réunion, on a encore la publication d'une tribune aujourd'hui signée par le gouverneur autrichien Holzmann dans le magazine Eurofi, la veille de cette réunion. Alors on notera que voilà, cette tribune transgresse un petit peu quand même l'idée de la période de silence auquel s'astreignent généralement les banquiers
centraux avant la réunion, pendant une semaine au moins. Mais bon, c'est un point de détail, mais qui montre quand même une pression très forte des faucons. Pourquoi, Arthur? Est-ce que c'est une posture politique après un consensus d'urgence au moment de la pandémie, ou est-ce qu'il y a quand même une légitimité à demander un recalibrage de la politique monétaire en Europe aujourd'hui? Bon, ça fait une décennie que les banquiers centraux les plus orthodoxes, finalement, sont assez secondaires, n'arrivent pas à imposer leur vue. Donc, c'est une fenêtre d'opportunité pour eux aujourd'hui d'insister. Ça explique aussi pourquoi le gouverneur de la Banque centrale d'Autriche est sorti par une tribune en dehors des créneaux habituels. Simplement, on a un contexte économique qui est très porteur. On a une reprise économique mondiale qui est avérée, le pic aux États-Unis qui a été atteint. Et en Europe, on a un momentum économique qui est probablement toujours attractif, qui va se renforcer, notamment en Allemagne pour 2022. Et puis on a d'autres facteurs, notamment les vaccinations, qui ont atteint ces seuils de 70%, qui étaient voulus par certains officiels de la BCE. Donc on a des conditions qui sont favorables et qui sont renforcées par la dynamique monétaire d'autres banques centrales. On a des banques centrales émergentes qui ont déjà durci leur taux directeur, et on a surtout la Réserve fédérale qui discute de plus en plus de réduire ses rachats nets d'actifs. Jackson Hole était l'occasion d'entériner qu'une annonce allait prochainement être faite d'ici le 3 novembre prochain. Et donc, forcément, au niveau européen, les officiels vont s'interroger de leur côté sur comment réduire, ou du moins, dans un premier temps, faire l'alternance entre le PEP, entre le programme de rachat d'actifs d'urgence pandémie et le programme traditionnel APP, ce qui sera véritablement l'enjeu demain, c'est-à-dire avoir plus d'informations sur comment la BCE va réagir dans ce contexte où finalement les politiques monétaires entament une normalisation très graduelle. Vous dites le vrai sujet, Arthur, à travers l'enveloppe d'achat d'urgence pandémique, le programme PEP, on le rappelle, qui avait été calibré à 1850 milliards d'euros, programmé au moins jusqu'à mars 2022. Vous dites finalement de savoir si on va acheter 80, 70 ou 65 milliards les prochains mois sur le quatrième trimestre. C'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui va se passer en mars 2022. Cette discussion, elle commence demain à Francfort, Arthur? Alors, du moins, c'est ce qu'attendent les investisseurs. Il y a un véritable besoin d'obtenir un signal de la part de Christine Lagarde sur est-ce que les discussions ont démarré, est-ce qu'effectivement, en décembre prochain, on pourrait avoir des annonces qui soient formulées, c'est-à-dire seulement 3-4 mois avant la fin de ce programme de pandémie. Effectivement, il y a une problématique, en fait, d'enchaîner les deux programmes. Le plan de rachat d'actifs pandémie termine en mars 2022. C'est très probable que ça se produise et que ça ne soit pas étendu. Mais par contre, on a toujours une dynamique en termes de rachat d'actifs et surtout un objectif d'écart de taux souverain entre l'Allemagne et les pays de la périphérie qui est important. Et donc les rachats nets d'actifs ne vont pas pouvoir décélérer subitement d'un rythme de 80 milliards théoriques à zéro entre aujourd'hui et mars prochain. Ce qui est important de noter, c'est qu'au niveau du programme de rachat d'actifs pandémie, on a déjà en fait une réduction des rachats par la BCE qui est implicite, qui est observée, mais qui n'est pas annoncée. On était sur un rythme mensuel de 80 milliards d'euros. On est depuis début août autour de 65 milliards d'euros. Donc il y a déjà la Banque centrale européenne qui progressivement teste et voit la réaction des marchés, notamment l'évolution des taux, par rapport à une présence moindre sur les marchés financiers. Donc ça va vraiment être un processus très graduel et la communication va jouer un rôle clé. C'est pour ça que demain, il serait important d'avoir un ou deux indices pour éviter un regain de volatilité sur les marchés obligataires européens. Bon, une communication toujours compliquée du point de vue de la Banque centrale européenne. On verra quel équilibre trouve Christine Lagarde demain à l'occasion de cette réunion. Il faut aussi se souvenir qu'il y a une nouvelle promesse qui a été faite par la Banque centrale européenne, une nouvelle forward guidance, une nouvelle communication avancée qui veut que la BCE se donne les moyens nécessaires pour atteindre 2% d'inflation dans ses projections bien avant la fin de son horizon de prévision. Ce qui est intéressant, c'est qu'en décembre, l'horizon de prévision va être prolongé jusqu'à 2024. C'est ça, Arthur. Il faudra quand même que, vous le dites, dans cette transition entre le PEP et l'APP 2.0, il faudra quand même que la BCE reste crédible de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on peut imaginer en matière d'arsenal, justement, dans les prochains mois, les prochains trimestres, en zone euro, pour que la BCE reste crédible par rapport à cette promesse ? Sur l'inflation, il y a une position de la BCE aujourd'hui qui est de considérer que l'inflation, notamment en Allemagne, est transitoire. Un peu comme la Réserve fédérale en début d'année, on devrait quand même avoir une probabilité que l'effet soit réellement transitoire, puisqu'on a des effets liés au prix administré, liés à la TVA qui sont très forts,
et qui sont vraiment concentrés sur un seul pays. On a surtout de l'inflation dans les services qui reste à peine supérieure à 1%. Le vrai engagement de la Banque centrale européenne, c'est avant tout d'être capable de maintenir les conditions financières attractives. Donc là, il y a un premier outil, un premier arsenal qui pourrait être, par exemple, si le PEP, le programme de rachat d'actifs d'urgence, était arrêté en mars, d'augmenter de manière temporaire le programme classique APP pour faire une transition et en particulier le rendre un peu plus flexible pour mieux cibler notamment certaines obligations comme celles grecques qui n'étaient pas achetées avant la pandémie et qui le sont depuis mars 2020. Et là, on peut avoir effectivement un risque de fragmentation financière entre la Grèce et l'Allemagne sur la partie des taux souverains, qui est un véritable risque pour la Banque centrale européenne. Mais en termes de conditions financières, on a un second outil qui est finalement assez peu discuté, c'est que pour compenser cette baisse des rachats d'actifs, la BCE pourrait proposer des nouvelles opérations de refinancement de très long terme en juin 2022, ce qui permettrait finalement, pour le secteur privé du moins, de continuer et de prolonger la dynamique sur le crédit qui est souhaitée par la BCE pour soutenir l'économie et qui devrait, ce qui doit se prolonger surtout. On a différentes problématiques dans l'environnement économique. On a l'inflation, mais on a surtout une volonté de soutenir le crédit. Et pour soutenir le crédit, c'est non seulement une condition qui est voulue par les officiels de la BCE, mais c'est surtout un besoin conjoncturel. Pourquoi ? Parce qu'on a des problèmes de stockage qui sont évidents, qui peuvent expliquer en partie ce problème d'inflation. Et pour pallier ces problèmes de stockage, on va devoir investir. Et pour investir, il faut des conditions financières les plus accommodantes possibles. Donc il y a un vrai engagement de la BCE d'utiliser le maximum d'outils tout en finalement adaptant sa politique à la dynamique économique qui sera très favorable en 2022. Et donc ça va véritablement être un enjeu avant toute communication pour 2021. Est-ce que la BCE couvrira encore en 2022 les besoins d'endettement des États, Arthur, sachant qu'il y a quand même l'idée qu'en 2022, cette année marquera une course dans la réduction des déficits. Quand on regarde un peu les projections des différents États du G7, le UK envoie un signal quand même assez fort en disant on va augmenter la pression fiscale pour être les premiers à réduire fortement nos déficits en 2022. Les débats, les discussions sont en cours un peu partout. Est-ce que la BCE continuera de couvrir au moins en grande partie le volume d'émissions nettes des États l'an prochain, Arthur ? Alors nous avons des indices qui peuvent nous laisser penser cela, en particulier un commentaire de Philippe Lane, qui est le chef économiste de la Banque centrale européenne, qui a bien dit que finalement le rythme des potentielles réductions des rachats d'actifs, notamment de l'APP, était très conditionnel à l'offre de papiers obligataires souverains, donc concrètement aux besoins d'émissions des gouvernements européens. Et ça, c'est une nouveauté post-pandémie, c'est que finalement la politique mixte, le financement budgétaire qui, en théorie, n'est pas autorisé pour la Banque centrale européenne, est beaucoup plus assumé et en interne semble être beaucoup plus discuté. Et c'est aussi un facteur finalement qui explique comment les taux peuvent augmenter ou se tendre. Donc c'est assez naturel, mais c'est un message fort, explicite, partagé dans la presse de la part de Philippe Lane sur le sujet et qui peuvent laisser vraiment penser que si il y avait des besoins, même ciblés, même concentrés pour certains pays pour faire plus de déficit que ce qui est anticipé, ce qui est une constante au niveau européen depuis 10 ans, la BCE restera flexible et proactive et ce qui est finalement la garantie que les marchés attendent auprès de la BCE pour 2022. Dans cette séquence d'inflexion des politiques monétaires, je mets évidemment la Fed dans l'eau parce que le tapering de la Fed est quand même censé arriver avant le tapering ou l'extinction des programmes de la Banque centrale européenne. Est-ce que c'est toujours un moment compliqué pour les marchés ? Quels sont les risques de marché associés à cette période d'inflexion, à ce virage ? Ou est-ce que la grande prudence, la grande précaution des banques centrales qui ont tiré également les leçons du passé et des précédentes gestions de crise nous prémunit d'accidents de marché importants en cette rentrée, selon vous, Arthur ? Alors pour le moment, le risque, encore une fois, sur le marché obligataire souverain, il est très lié à l'inflation, donc il est assez indépendant de la communication des banquiers centraux et de ce risque d'un tapering. Donc c'est vraiment concentré sur les conditions économiques. Le risque, en fait, il est très exogène. On a toujours ces problématiques sanitaires, ces problématiques de vaccination, mais on a aussi ces problématiques politiques. On a des élections allemandes à la fin du mois de septembre qui, pour le moment, n'ont pas d'effet en termes de volatilité ou en termes de hausse des rendements obligataires. Et ensuite, on a l'élection française. Et en fait, on se rend compte que la Banque centrale européenne va devoir intervenir dans un intervalle très court. Elle va devoir annoncer d'ici 2 à 3 mois ses intentions pour 2022. Derrière, elle va devoir réaliser ses réductions d'actifs tout en maîtrisant d'éventuelles tensions obligataires. Et puis surtout derrière, on a encore une élection française avec un risque politique qui sera
potentiellement plus important que celui pour les élections fédérales allemandes fin septembre. Donc il y a quand même un environnement exogène qui pourrait rendre plus compliquée la tâche de la Banque centrale européenne et qui sera d'autant plus renforcée si la Fed était amenée à faire un tapering très court, très proactif, de plus grande ampleur qu'attendu pour 2022 pour arriver à normaliser un petit peu son bilan. Bon, le virage des banques centrales sur fond de rendez-vous politiques, vous les avez cités évidemment, les élections générales en Allemagne en fin de mois de septembre et puis la présidentielle française à suivre en mai 2022. Merci beaucoup Arthur. Arthur Jurus avec nous en visioconférence depuis la Suisse, stratégiste senior chez Oddo BHF. Et on continue de parler des marchés, de stratégie de marché, stratégie d'investissement avec Nicolas Chéron à mes côtés en plateau, stratégiste chez Zone Bourse. Bonjour Nicolas. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Votre commentaire de rentrée après une période estivale, alors que tout le monde décrit comme un été qui a été plutôt bon sur les marchés. Il n'y a pas eu de gros accidents, même si on peut se focaliser peut-être sur certaines parties spécifiques justement des marchés globaux. Qu'est-ce que vous retenez du comportement et de l'attitude des marchés, des investisseurs à travers cette période estivale, Nicolas ? Eh bien, ils nous ont montré une confiance toujours affichée. La capitalisation boursière mondiale, pour vous donner quelques chiffres, la frise les 120 000 milliards de dollars. Donc, on a pratiquement doublé depuis le point bas du Covid. Sur le marché américain, d'ailleurs, on a gagné plus de 100% en 15 mois et c'est un record historique de hausse de plus de 100% post-crise. On a déjà eu des reprises qui permettait aux indices américains de doubler en l'espace de 2 ans, 3 ans, 5 ans post-crise. On n'a jamais vu ici un regain d'intérêt, un redémarrage aussi puissant. À mettre dans la case des atypismes de cette crise pandémique qui ne ressemble à aucune autre, d'une certaine manière. This time, it's different. Again. Bon, après... Le bilan des banques centrales n'y est pas étranger, puisque on a dépassé là, ces dernières semaines le seuil fatidique des 30 000 milliards de dollars détenus par Fed, BCE, Banque du Japon et POBC en Chine, soit plus de 10 000 milliards de dollars injectés dans les marchés en l'espace de à peu près 15 mois. On avait d'ailleurs donné ce chiffre avant les vacances, c'est, je crois, pratiquement 1 milliard toutes les heures. Oui, non, mais alors là, on peut après, effectivement... Non, mais c'est la compensation du coût de la crise pandémique. C'est ça, voilà. C'est ça. Les États aussi, avec leur plan de relance, les plans de relance aux États-Unis, en Europe, on peut dire que la vivacité et la réactivité qu'ont eu effectivement États et banques centrales ont permis justement cette reprise et de l'économie et des marchés. Et puis... On a une autre justification du niveau actuel des indices boursiers, notamment aux États-Unis. Ce sont les niveaux des bénéfices des entreprises du S&P 500 qui, cet été, ont battu des records historiques. On a même battu un chiffre, le fameux consensus FactSet. On a, je crois, eu plus de 85% des entreprises qui ont fait mieux que le consensus. Et depuis que FactSet émet ce chiffre depuis 2007-2008, c'était un record encore une fois. Donc voilà, des records d'un peu partout, de liquidités, de résultats d'entreprises. On a eu aussi une macro au premier semestre qui nous donnait un cadre global positif pour que ces entreprises continuent d'avoir un business florissant. Donc... Voilà, un été très calme, une petite rotation qui s'est opérée quand même, puisque on avait une surperformance européenne au premier semestre qui s'est atténuée. Quand on regarde le DAX, l'indice allemand, depuis 3-4 mois, il fait du surplace. Quand on regarde le CAC 40, à 6700 points, on est au même niveau qu'au mois de juin. Donc, on a eu un peu de volatilité. On est quand même, il faut le dire, allé chercher les 6920 points. Donc, à 20 points du record historique du CAC 40, il est légitime qu'on ait un peu toussé sous ce seuil. Et voilà, on a une surperformance américaine qui reprend. Et là, l'Europe qui stabilise à plat. Vous en avez parlé avant. Il y a des élections à venir. Il y a la BCE qui doit s'exprimer. Il y a pas mal de facteurs qui font que, il est normal qu'on se soit stabilisé, puis on a quand même bien moins de croissance qu'aux États-Unis et des résultats d'entreprises qui ne sont pas au même niveau non plus.
Qu'est-ce qu'on imagine comme schéma de marché désormais devant nous? Vous avez très bien décrit la situation, les records, on compte les records à Wall Street tous les jours. Est-ce qu'on est encore dans le business as usual d'une certaine manière, ce qu'on vit depuis le point bas de la crise pandémique, voilà, alors ça s'est fait pas tous les jours en ligne droite, mais ça a été quand même un rallye que vous avez décrit d'une puissance incroyable. Le TGV, enfin on est dans un TGV, un train qui roule encore à bonne vitesse. Est-ce qu'il faut commencer déjà à envisager de réduire un petit peu son exposition globale au risque? Est-ce qu'il y a des risques d'accident? Voilà, on parlait de l'inflexion des banques centrales, de la perspective de voir des politiques budgétaires aussi qui seront un peu moins expansionnistes l'an prochain. Tout ça est très légitime évidemment, et tout ça est économiquement rationnel. Ouais. Qu'en est-il de l'attitude des marchés dans ce genre de situation? Alors, plusieurs points. Déjà, effectivement, il va y avoir une modification graduelle, la plus graduelle possible, du discours des banques centrales, une mise en place d'un tapering aux États-Unis. Alors, on rappelle que c'est une diminution des achats d'actifs. Ils continueront d'en acheter. On continuera de mettre 80 milliards au lieu de mettre 120 milliards. Or, aujourd'hui, vous pouvez faire un graphique avec la liquidité qui entre sur les marchés et le S&P 500, et c'est une copie conforme. Donc, si on injecte moins, peut-être que plutôt que d'avoir des marchés extrêmement haussiers et dynamiques, on pourrait assister peut-être à des périodes de latéralisation. Qui dirait latéralisation aux États-Unis dirait tout sautement en Europe et peut-être trou d'air éventuel. On va arriver aussi dans une période un peu particulière, septembre-octobre, c'est la rentrée, il y a eu des beaux gains réalisés, il y a des gérants qui font 15, 20, 25% de performance sur l'année, qui vont peut-être vouloir encaisser une partie des bonnes performances sur certains secteurs. Donc je pense qu'il faut toujours être haussier. On est business as usual, on se laisse porter simplement au moindre tout sautement, changement de politique ou bien erreur politique de la BCE par exemple. Sait-on jamais. Il faudra peut-être augmenter un petit peu la poche de cash, un petit peu peut-être couvrir ses portefeuilles et être plutôt enclin à mettre à profit d'éventuelles corrections des prix de 5-7% sur les indices européens que d'acheter des nouveaux records. Des nouveaux plus hauts. Voilà. On ne paye plus forcément les sommets, on attend de voir s'il y a des retracements et des trous d'air suffisamment importants pour être confortable avec les niveaux d'achat. On paierait plutôt des niveaux de repli plutôt que de faire du FOMO, le fameux fear of missing out, donc la peur de manquer le rallye. Je pense que c'est aussi ça qui a alimenté cette hausse des derniers mois. On a eu une entrée record de traders particuliers, d'investisseurs particuliers, que ce soit aux États-Unis et en Europe. On a eu des flux entrants qui ont aussi accéléré cette hausse et qui ont peut-être engendré cette linéarité. Cette hausse linéaire, oui, bien sûr. Et voilà, il y a énormément de facteurs qui ont joué là-dessus. Et il n'y a pas encore d'euphorie quand on regarde les indices de sentiment aux États-Unis, quand on regarde le Fear and Greed Index, l'indice peur et avidité de CNN Money, ou encore le Sentix. Voilà, on sent que les investisseurs sont un petit peu plus... on est plus proche de l'euphorie que de la dépression totale, c'est ce qu'il faut comprendre quand même. Quand on voit Barron's, le fameux journal financier qui titre que la seule chose possible, c'est que le S&P 500 continue de battre des records historiques, des records de records. On est à 53 records historiques cette année sur le S&P 500. Historiquement, le record des records, c'est 77 records en une année, en 1995. Sinon, c'est 60, 62. Donc on approche quand même de chiffres historiques. Alors encore une fois, parfois, ils sont faits pour être battus. Mais des belles performances d'un côté, des particuliers qui ont bien profité de l'autre, une saisonnalité un peu plus touchy, les banques centrales qui sont en train de modifier leur politique et une macroéconomie qui se normalise quand même. Je vous le disais avant cette émission, la Goldman Sachs, en l'espace de 3 semaines, révise ses perspectives pour le 3e trimestre aux États-Unis de 8,5% à 3,5%. C'est pas une petite révision à la baisse.
on a des chiffres en Chine qui Après sont les bonnes stabilisés. surprises sur la croissance, vous dites attention, parce qu'on peut avoir des effets cascades sur des déceptions. On restera toujours sur des niveaux de croissance très décents, au moins encore l'an prochain. Tout ça est écrit sur les murs, mais le marché est très attentif aux écarts par rapport aux attentes. C'est ça, c'est les écarts. Quand on regarde les indices de surprise économique et d'inflation, en fait, en ce moment, qu'est-ce qu'on a ? On a des chiffres qui tombent bien supérieurs aux attentes et des chiffres d'inflation bien supérieurs aux attentes. Donc, si on a une normalisation, un atterrissage qui est un peu trop violent et qu'à côté de ça, l'inflation reste très forte, on va avoir un environnement global qui va être un petit peu moins porteur. Un chemin, un cadre un peu moins, peut-être un peu plus risqué, peut-être moins idyllique. Effectivement, si on regarde les choses un peu plus finement, peut-être que ce soit en matière de secteur, en matière de segments de marché, est-ce qu'il y a des parties du marché là qui justifient encore de l'intérêt quand même, selon vous, Nicolas ? Il y a des opportunités qui sont très sélectives. Par exemple, on a eu les valeurs technologiques chinoises, qui avaient perdu pratiquement 50% depuis leur plus haut en quelques mois. Il faut dire que le gouvernement chinois n'y a pas été de main morte. Et il n'y a pas été de main morte d'ailleurs, pas que sur les valeurs technologiques, aussi les valeurs liées à l'enseignement et d'autres secteurs, démontrant quand même que c'est bien peut-être d'avoir de la Chine dans son portefeuille, des émergents au global, mais dans une proportion gardée. Parce que il suffit d'une déclaration pour que le marché lâche littéralement. Nous, on en a profité, du moins on a tenu certaines positions, comme Prosus, qui est coté en Hollande, qui est très corrélé à Tencent. Gros actionnaire de Tencent. C'est ça, Tencent qui est dans une tendance haussière long terme magnifique, mais qui était dans une correction depuis 6 mois. Et donc, on s'est dit que s'il y avait un moment où il fallait que ça tienne, c'était là. Les cours ont tenu, plus de peur que de mal. Le seuil des 50% de retracement, tout le monde en a parlé. Il y a des investisseurs qui s'y sont intéressés. Donc, c'était une opportunité de marché bien spécifique, atypique, ciblée. Plus récemment, dans nos portefeuilles, par exemple, on a fait le pari du luxe. Même si le luxe... Là aussi, après le décrochage du luxe, mi-août, c'est ça. C'est ça, on est rentré sur LVMH dans le trou. On a vu que les cours décrochaient de plus de 10% en l'espace d'une semaine. On trouvait que c'était un petit peu abrupt et violent. On est toujours sur un trend du luxe qui est extrêmement haussier. Je crois que les 3 valeurs du luxe comptent pour plus de 50% de la hausse du CAC depuis 1 an et demi, c'est les 3 principales valeurs du luxe françaises. Elles profitent aussi, encore une fois, des flux des particuliers dont je vous parlais avant, parce qu'on a des flux sur les ETF cette année qui battent des records historiques. Les ETF sont de plus en plus utilisés par les investisseurs individuels et ils sont extrêmement concentrés sur les plus grosses valeurs et les valeurs les plus performantes, donc le luxe. Ils reflètent le poids de ce secteur dans l'indice CAC 40. Alors, ça dépend comment on le regarde, mais c'est 25%, 30% peut-être. C'est ça. Donc, tant qu'on reste dans un marché haussier, soutenu par les banques centrales, qu'il n'y a pas d'atterrissage trop forcé ou bien un accident exogène avec un nouveau variant, espérons, touchons du bois pour que tout se passe bien cet hiver, on est toujours dans une dynamique, une politique de buy the dip, c'est-à-dire qu'on achète les corrections sur les meilleurs dossiers de la cote. Bon. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui sur la séance du jour. On ouvrait en baisse, gap à la baisse ce matin, on a perdu plus de 1% sur le CAC. Et au moment où on se parle, à mi-séance, on est en train de se racheter un petit peu. Merci beaucoup Nicolas, merci d'avoir été avec nous. Pour vos commentaires de rentrée sur les marchés, Nicolas Chéron, stratégiste de Zone Bourse, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve nous ce soir en direct à 17h sur Bismart.